c'est pas une autobiographie. Non, pas du tout, Je non. considère que j'ai pas encore l'âge pour le faire. Mais je pense d'abord qu'un politique n'est pas désincarné. Il a une histoire. La mienne est celle d'un garçon né à Barcelone, fils d'un artiste peintre, fils d'une institutrice suisse-italienne. Qui est français depuis 1982. Voilà, puis cette histoire se mélange dans un milieu intellectuel où la culture, le roman, l'absence de télévision, pratiquement la prohibition de toute lecture de BD sauf Tintin, tout ça m'ont aidé, pour l'anecdote évidemment, et pour agrémenter le livre qui parfois est plus rude ou plus austère quant à la matière, quand je parle de questions économiques ou sociales. C'est une manière de montrer qu'on n'est pas désincarné, qu'on a une histoire, que la culture, l'éducation, le fait que j'ai une triple culture, que je ne suis pas né français, donc que j'ai forcément non pas un regard extérieur sur la société française parce que je me sens totalement français, mais que j'ai appris à le devenir, à connaître ses valeurs. Et d'ailleurs, le premier chapitre de ce livre, c'est précisément être français et comment Vous je l'ai dites que appris. vous êtes fier d'être français. Qu'est-ce que cela signifie d'être fier d'être français? Parce qu'il y a énormément de gens qui sont fiers d'être français, mais pour vous, ça veut dire quoi être fier d'être français? Parce que je constate une forme de morosité. Moi, j'essaie dans ce livre, et c'est le but, évidemment, seul je ne le pourrais pas, mais de considérer qu'il faut remettre la société française en mouvement et de lui redonner de l'optimisme, ce qui est évidemment difficile dans un temps de crise économique. Mais après ce débat tout à fait nocif sur l'identité française, où on a eu le sentiment qu'on libérait une parole qui était ou raciste, ou en tout cas qui visait à faire de certaines catégories de la population des boucs émissaires, je considère toujours qu'on peut parler autrement de la France et d'être français. Qu'on a des valeurs, on a une langue commune, on a une littérature extraordinaire, et précisément, c'est ce que nous a appris la Révolution française, c'est que être français, c'est une construction complexe qu'on ne peut pas d'ailleurs définir uniquement par une seule identité. On a plusieurs cultures, je rappelle que... Vous parlez de la nation. Oui, mais parce que la nation... La nation, c'est une notion de Ben, gauche. Et je rappelle que par ailleurs, la gauche a inventé la nation. Enfin, si on Balmy, considère que c'est la gauche qui a fait la Révolution française, qui est sans doute un peu plus compliqué que cela. Mais je rappelle ce que dit Mona Ozouf, on peut être bretonne, française, profondément républicaine. Bon, et c'est aussi ce que je suis, et c'est ce que sont la plupart des Français. C'est un mélange, c'est une construction permanente, qu'on ne peut pas l'enfermer dans une identité, on ne peut pas l'enfermer dans une seule définition. Et je crois que c'est important pour un responsable politique qui cherche à réfléchir à l'avenir de son pays, de partir d'où il vient, de montrer qu'évidemment il s'interroge sur le modèle, parce que la France a été une grande puissance, son peuple se questionne sur cette puissance dans un monde qui a extraordinairement changé, où en plus les centres de pouvoir économique, monétaire, politique se déplacent progressivement du vieux monde. Et quand je parle du vieux monde, c'est aussi bien de l'Europe que de l'Amérique du Nord vers l'Asie, vers la Chine, vers l'Inde, vers la Corée du Sud, vers toute une série de pays, et que nous assistons à une transformation de ce monde, et que pour cela, il faut avoir une vision historique, se rappeler que l'histoire peut être tragique, mais qu'il faut avoir une vision historique et réfléchir sur notre identité, mais surtout sur notre stratégie. C'est quoi les intérêts aujourd'hui de la France et de l'Europe? Voilà, donc il y a cette part un peu plus personnelle qui est importante pour moi. Et je consacre d'ailleurs un chapitre à la culture, non pas d'une politique culturelle, parce que je crois que c'est un sujet qu'on n'aborde plus, et parce que je crois en même temps que la culture est essentielle dans le rapport entre les hommes. Vous parlez aussi de votre engagement au Parti socialiste. Pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que vous êtes fier d'être socialiste aussi? Parce qu'en considérant que, quelque part, vous souhaitez les changements du nom du Parti socialiste. Oui, mais je fais la part des choses. Enfin, moi, je suis engagé, je le rappelle, depuis 1980 dans une formation politique au sein donc du Parti socialiste. J'ai l'air très jeune pour soutenir Michel Rocard. Et c'est ma vie. J'y consacre toute ma vie. J'y ai consacré 30 ans, parfois au détriment de ma vie personnelle, de mes proches. Et c'est une passion. Et
bon, ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais servir les autres, avoir des responsabilités d'élus, gérer une grande ville comme Évry, avoir servi 2 premiers ministres de la qualité de Michel Rocard et Lionel Jospin, ça en tout cas ça me rend fier, et je crois, c'est pour ça que je fais ce livre, que la gauche est plus que jamais utile et indispensable à ce pays, à condition qu'elle sache se transformer. Donc oui, je suis fier d'être à gauche, je suis fier d'être militant, je suis fier d'être militant socialiste, et en même temps, je sais combien ce parti a pu décevoir, et je consacre évidemment une nouvelle fois une réflexion sur la crise de la social-démocratie, heurtée de plein fouet par la chute du mur de Berlin et par la globalisation économique, et sur le fait que le mot socialisme a été inventé à un moment où il s'agissait de bâtir un autre monde, une société alternative. Et je dis, quitte à ce que cela déçoive un certain nombre de gens, que je ne crois pas, moi, au renversement de la table, que je ne crois pas à l'autre société, que je pense que d'une certaine manière, pour reprendre le mot de Nora, l'idée de l'autre société est morte, et que précisément, comme mes maîtres de réflexion sont aussi bien Camus que Furet, je pense qu'il faut bâtir un projet qui s'adresse plutôt aux gens, mais qui ne vise pas à renverser la table et à bâtir une société telle qu'on l'a imaginée au XIXe siècle, même si à l'époque, on peut parfaitement comprendre pourquoi il y avait ces réflexions. Vous parlez aussi d'incarnation, c'est tout à fait important, d'incarnation des projets, et les projets doivent être incarnés par quelqu'un. Et vous parlez aussi, c'est 2 questions en même temps, vous parlez aussi de cette incarnation, vous dites que la gauche, quelque part, est complexée par rapport... Alors, il y a 2 questions. Il y a 2 questions. Il y a 2 questions. Vous parlez de l'individu en général et de l'individu Manuel Valls en particulier. Voilà, tout à fait. Voilà. Vous comprenez que c'est évidemment le deuxième sujet qui m'intéresse le plus, puisqu'il s'agit de parler de moi. Là, on y passera la soirée. Mais on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, oui. de toute manière. Non, alors il y a 2 choses différentes. Est-ce que la gauche est complexée? Ouais, elle est complexée dans un rapport au pouvoir. Je cite le livre d'Alain Bergogneau et Gérard Grimbert, qui sont 2 grands intellectuels de gauche, et qui, dans un livre très long, explique le long remords du pouvoir. C'est-à-dire qu'au fond, une partie de la gauche, je caricature, mais pas tellement, considère que le pouvoir c'est sale. Au fond, on se compromet. Et c'est normal, puisque une partie de la gauche considère qu'il faut changer totalement la société. Et évidemment, quand on gouverne, après avoir gagné des élections, on est confronté à la réalité de cette société. Et comme on est dans une démocratie, on ne peut pas construire le socialisme en 100 jours. Bon. Et ce qui explique qu'en France, c'est une particularité, si vous n'avez pas observé cela, je vous l'apprends, c'est que quand la gauche gagne une élection, elle perd tout le temps, elle a toujours perdu à la fin de son mandat. Mitterrand a été réélu en 1988, mais après 2 années de cohabitation. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'elle n'a jamais su véritablement expliquer ce qu'elle allait faire réellement quand elle était dans l'opposition. Et après avoir gouverné, elle a toujours eu du mal à théoriser ce que nous avions fait au pouvoir, sur les 35 heures, sur l'ouverture du capital d'un certain nombre d'entreprises, sur la réforme de société. Je parle évidemment essentiellement là de la période où Lionel Jospin était Premier ministre. Mais nous vivons toujours avec le mythe que 1983, on a dû faire la pause, que c'était une parenthèse et qu'après, nous aurions repris le chemin vers un changement plus profond de société. Donc, il y a un rapport complexé avec le pouvoir que François Mitterrand n'a pas eu. Il a affirmé un leadership très fort parce qu'il a eu l'intelligence extraordinaire de comprendre qu'il fallait s'opposer à De Gaulle, mais qu'il fallait surtout utiliser l'élection au suffrage universel dès 1965 en étant candidat unique de la gauche pour incarner cette alternative. Et je pense qu'il ne faut pas avoir de complexe. C'est pour ça que je fais un sort à l'idée de 6e République au sens où on reviendrait à une République parlementaire avec une présidence de la République honorifique comme au Portugal par exemple, parce que d'abord les Français veulent un président qui réponde à leurs attentes, qui représente la France, qui incarne notre pays, qui prenne un certain nombre de décisions. Et d'ailleurs nous-mêmes, socialistes, nous avons décidé d'instaurer des primaires à gauche qui, vous dévancez toujours les questions. non, mais qui vont renforcer le leadership, puisque le candidat du PS, ou au-delà, de la gauche ne sera pas désigné par un cénacle, ne sera pas désigné par les militants socialistes. 200 000 il sera 120 000, 150 000 maximum aujourd'hui. Il sera peut-être désigné, en tout cas je l'espère, si nous arrivons à convaincre et à montrer que ces primaires sont une formidable occasion de dépasser les partis politiques et de faire autrement. Nous allons, j'espère, voir des millions de Français désigner notre candidat. Il y a quelque chose de tout à fait fondamental dans votre livre, c'est un mot qui revient souvent,
Il y a un mot aussi qui a été beaucoup utilisé, encore par la droite aujourd'hui, c'est le mot réforme. Quel sens donnez-vous à ce mot réforme, en sachant que la définition qui est dans les Robert, je crois, c'est amélioration dans les sens économique, politique et moral. Est-ce que c'est ça, c'est l'essence que vous donnez aujourd'hui au mot réforme? Oui, Parce qu'on confond souvent réforme aujourd'hui et régression sociale, quelquefois. vous avez tout à fait raison. Les mots sont galvaudés. Ils ont été tellement utilisés. Regardez, il y a un très beau mot qui s'appelle décentralisation, qui avait été en grande partie, et pas seulement, inventé par Rocard dès 1965, un fameux colloque de Grenoble. Je ne sais pas, en vieillissant en plus, je suis désolé, mais je reviens de plus en plus à mes amours lointaines. C'est un peu le cas à ce plan personnel, mais c'est vrai aussi du point de vue politique. C'est-à-dire, au fond, on va chercher la décentralisation, l'autogestion, l'autonomie, l'autoréalisation individuelle, qui est l'idée que je prône dans mon livre. Regardez le mot décentralisation, qui est un extraordinaire mot. C'est quoi? C'est rapprocher le sens, la sphère de décision le plus près des citoyens. C'est un mot totalement aujourd'hui, tellement cette décentralisation est synonyme de pagaille, d'impôts locaux, d'absence de lisibilité sur les différents échelons de pouvoir. Les dernières réformes, celles de Jean-Pierre Raffarin, mais qui épousait quand même le mouvement de la décentralisation, ou celle voulue par Nicolas Sarkozy, qui est au contraire une reprise en main par l'État central, alors que l'État central n'a plus de moyens pour faire ce qu'il a pu faire dans les années glorieuses de la Troisième République ou du gaullisme des années 60, on a le sentiment que cet État ne peut plus. Et le mot réforme, c'est pareil. Aujourd'hui, faire une réforme, pour beaucoup de citoyens, pour beaucoup de Français, c'est une régression sociale. Je pense qu'on peut faire des réformes à condition qu'elles soient bien expliquées, que les Français, que ceux qui en sont bénéficiaires ou ceux qui sont concernés aient le sentiment que tout le monde est concerné, et donc que le sentiment de justice s'impose. Au fond, moi, ce que j'essaie... Mettons un exemple très précis, la taxe carbone. Oui. C'était une réforme qui est peut-être aussi a été mal expliquée, mais qui a été mal ficelée aussi. Alors moi, j'explique que c'est une réforme utile, indispensable, vitale, dans les années qui viennent, si on veut contribuer, avec d'autres éléments évidemment, à sauver la planète. Alors seuls, nous ne le pourrons pas, mais en tout cas, on voit bien qu'il faut changer le comportement des entreprises comme des citoyens, et donc on a besoin d'une fiscalité écologique, la contribution climat-énergie. Bon, on dit qu'il ne faut pas dire taxe carbone, tout le monde est contre, donc il faut faire contribution climat-énergie. Hein. Il faut appeler un chat un chat aussi. Oui, il faut appeler un chat. C'est comme les zones noires en Vendée ou en Charente. Il faut les appeler zones de solidarité active pour que les citoyens comprennent ce qui se passe. Bon, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Mais oui, il faut une taxe carbone à condition d'expliquer pourquoi, que les Français n'aient pas le sentiment qu'on est en train de les berner, puisque telle qu'elle a été votée par l'Assemblée nationale, il y a toute une série de catégories qui en étaient exonérées, et donc les gens se disaient ça va être encore le contribuable qui va être la vache à lait de l'État, qu'on explique bien pourquoi il va y avoir un retour sur investissement, notamment vers les familles, et que ça soit un des éléments d'une réforme plus large de la fiscalité. Voilà, et je prends l'exemple... Pourquoi cette réforme? Vous expliquez très bien là, c'est quelque chose d'essentiel aussi pour combattre aussi les déficits publics. Bien sûr, et je peux prendre cet exemple, comme toute réforme de la fiscalité, comme, et c'est dans l'actualité, la réforme des retraites, ou la préparation au choc démographique et financier que chacun a désormais en tête. C'est encore une fois, je pense qu'on est personne n'y échappe, on est dans un monde où il faut aller très vite, où il faut décider, et encore plus dans le monde de la communication et de la politique. Tous les jours, vous devez répondre à une question. Ce n'est pas le politique qui fait l'actualité, c'est la question ou le sujet ou l'événement. Aujourd'hui, on nous dit, mais comment faire voler les avions? Bah oui, j'entendais un ministre ce matin, Bussereau, qui n'a pas eu une mauvaise réponse. Il dit, mais vous ne pouvez rien faire. Il dit non. Vous ne pouvez rien faire si ce n'est pas le gouvernement qui va éteindre le volcan qui crache de la lave en Islande. L'État ne peut pas tout faire. Non, selon la fameuse formule de Jospin qui lui a coûté cher, l'État ne peut pas tout faire. Mais si on explique, s'il y a la pédagogie, si on réhabilite le long terme, les retraites, comme les dangers pour le climat à travers le réchauffement de la planète, ce ne sont pas des questions, ce ne sont pas des sujets qu'on règle en 2 jours. Ce n'est pas vrai, par exemple, qu'on va faire la grande réforme des retraites qui va régler tout en 6 mois en prenant une seule mesure, que ce soit
la droite en allongeant, en changeant la durée légale de la retraite, ou la gauche en taxant forcément les banques ou le capital. Ça ne marche pas comme ça. Il faut réhabiliter le temps long. Et c'est vrai que c'est très difficile, très contradictoire de cette communication qui vous oblige à répondre tous les jours à une question différente, ou tout simplement du cycle politique, puisque tous les 5 ans, il y a une élection présidentielle. Et pourtant, je pense que la pédagogie, réhabiliter le temps long, tenir bon sur ses valeurs, c'est essentiel.